Mesdames et messieurs, bonsoir dans votre émission Média Pro spécialisée dans le cinéma et l'audiovisuel. Actualité politique internationale oblige, nous allons parler ce soir de la coproduction algéro-française dans le domaine du cinéma. On laissera la télévision pour une autre émission. Alors ce soir, on va parler des films cinéma qui ont été coproduits entre la France et l'Algérie. Des films, beaucoup de films en fait, plus d'une soixantaine ont été coproduits entre les deux pays malgré le passé historique. Alors avant de commencer le débat, j'accueille mes compères, Reda Hariraj, toujours spécialiste dans l'histoire, Reda. En histoire et en géopolitique également. Pas de cinéma. Un peu plus large. Un peu, en ce qui concerne le cinéma, mais bon, il y a d'autres personnes qui sont plus qualifiées que moi pour le faire. Comme Faisal Matawi, qui est habillé aujourd'hui en costume, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de chèche. Hein, il n'y a pas de chèche, non. Voilà, et Sofiane Baroudi, notre journaliste vedette dans le domaine de la géopolitique et des relations internationales. Avant de commencer le débat, justement, nous allons écouter la déclaration qu'a soutirée notre collègue Sofiane Baroudi lors de l'ouverture de la semaine culturelle ou bien de la saison, de la saison culturelle de l'Institut français à Alger. La directrice de l'Institut, Madame Ahlam Gharbi, a exposé justement les relations de la coproduction entre Paris et Alger. Domaine culturel, on a de belles perspectives devant nous, notamment dans le domaine du cinéma. Bien sûr, il n'y a pas que le cinéma, mais le cinéma, on a une belle feuille de route sur laquelle on est en train de travailler avec notamment le ministère de la Culture algérien, sur la formation. On avait signé en 2007 un accord de coproduction qu'on va relancer. Voilà, beaucoup de choses dans le domaine du cinéma. Voilà, c'était la déclaration d'Ahlam Gharbi, la directrice de l'Institut ou de l'IFA, qui a parlé de la coproduction. Alors, messieurs, qu'en est-il aujourd'hui de la coproduction, puisque le dernier accord a été signé en 2007, si je ne me trompe pas, et qui a vu la naissance de plusieurs films, même si auparavant, il y avait beaucoup de coproduction sans accord de coproduction. Oui, vous évoquez l'accord cadre de décembre 2007 qui encadre la coproduction et la coopération entre la France et l'Algérie, oui, qui a donné des détails. Il y a une vingtaine d'articles qui précisent un peu ce que c'est que la coproduction, les droits, les financements et tout ça. Mais c'est un accord qui n'a pas, à mon avis, été suivi de près, d'autant plus qu'il y avait à l'époque une volonté des deux États d'aller vers une coproduction plus importante, de diversifier les œuvres aussi, pour sortir un peu des schémas qui étaient dans les années 70-80, bien que la France ne coproduit pas vraiment des films qui évoquent la guerre de libération, ce qui se comprend. Mais ces dernières années, il y a eu beaucoup d'arrêts, de projets qui n'ont pas continué. Peut-être qu'il fallait mieux clarifier l'accord cadre ou le remanier, ou peut-être l'accompagner avec d'autres mesures, notamment en matière de financement, en matière de droit, parce que des films ont été coproduits, mais qui diffusaient. Je citerai le film de Yamina Benguigui, Sœur, mais qui n'a jamais été montré en Algérie. Et même l'Algérie qui a contribué au financement de ce film, selon des accords. Il a été présenté à la commission de sélection des films algériens à l'Oscar pour représenter l'Algérie, mais il n'a pas été retenu. Absolument, il n'a pas été retenu, il n'a pas été projeté dans les salles, parce que c'est une coproduction et l'État qui contribue au financement, d'une manière ou d'une autre, a le droit d'avoir une copie et de la diffuser comme il veut. Notamment dans les salles de cinéma. C'est des choses qui, à mon avis, doivent être clarifiées et à la faveur de la déclaration d'Alger sur le partenariat renouvelé avec la France, signé le 27 août 2022 avec la visite du président Emmanuel Macron. Et il a été rappelé dans cette déclaration, parce qu'elle est bâtie sur 7 piliers, dont celui de la culture. Il est écrit le développement conjoint des filières cinématographiques à travers la mise en place d'espaces de création contemporaine commun de studios et de formation au métier du cinéma. Donc on sort uniquement de la coproduction par aller par la formation, ce qui à mon avis est positif, puisque l'Algérie, l'État algérien envisage de créer une école du cinéma, et les écoles de cinéma dans le monde, vous le savez Salim, fonctionnent selon les systèmes de coopération, c'est-à-dire que des enseignants viennent d'autres pays enseigner les techniques du cinéma, parce que le cinéma est mondial et le cinéma évolue. Et je pense que beaucoup de choses étaient à repenser en matière de coopération dans le domaine cinématographique entre les deux pays.
Reda parlait de la géostratégie. Le cinéma fait partie, désormais, vous le savez, des soft power, de la géostratégie et des choix des États concernant certaines politiques. Sofiane Baroudi, l'IFA ou l'Institut français d'Alger, qui est l'ex-CCF, Centre culturel français, finance beaucoup de coproductions puisqu'ils ont un service audiovisuel au niveau de l'ambassade de France, au niveau qui est rattaché à l'IFA. Aujourd'hui, beaucoup de films sont financés par l'IFA. Le dernier en date, La Reine d'Alger, le film de Yasmine Chouikh également a été entièrement financé. Une grande partie a été financée par l'IFA. Il y a quand même beaucoup de courts-métrages, beaucoup de documentaires qui sont financés par l'IFA et qui contribuent un petit peu à cette coproduction, même si sur le terrain ou bien sur le papier, cette coproduction n'est pas réglée comme un papier à musique. Moi, je pense qu'il faut identifier plusieurs étapes à la coproduction algéro-française. La dernière étape, c'est celle qui va être officialisée par un accord cinématographique entre les deux États. Mais comme vous le disiez, par exemple, l'IFA, ou avant le Centre culturel français ou même le service de coopération culturelle de l'ambassade de France, finançait beaucoup de projets, notamment de courts-métrages, dans les années 2000 et dans le début des années 2010. Mais avant cela, il y avait déjà, si vous voulez, une coopération cinématographique, mais qui ne passait pas forcément par les réseaux et les circuits officiels. D'ailleurs, beaucoup de courts-métrages, beaucoup de festivals ont été financés par les différents réseaux français en Algérie, mais sans passer forcément par les réseaux officiels, en soutenant, entre guillemets, la société civile. Mais dès le départ, on a, si vous voulez, par l'intermédiaire d'un personnage comme René Vauthier, depuis le début de l'indépendance algérienne, déjà tout un filon cinématographique où il y a des partenariats entre l'Algérie et la France, notamment entre des Algériens, des réalisateurs, des scénaristes et un milieu assez engagé, assez militant en France qui quand même soutenait d'une façon ou d'une autre le développement du cinéma algérien. Je citerai par exemple Mohamed Slim Riyad, dont beaucoup de films ont été coproduits avec des acteurs, des réalisateurs et même en matière de post-prod. Et ça, c'est vraiment la deuxième étape. Après la première étape où il y avait une collaboration sur le cinéma engagé, notamment avec Slim Riyad, mais il y a aussi d'autres, il y a la post-prod, c'est-à-dire qu'il y a des films qui étaient produits, réalisés en Algérie, mais qui passaient par la France pour le montage, par exemple, ou pour l'étalonnage, ou alors pour différentes formes. La post-production. Laboratoire éclair, par exemple. Exactement. Ça, c'était la deuxième étape. Ensuite, on passe aussi à des formes de films qui sont des films algériens, c'est-à-dire où il y a des acteurs, des scénarios algériens, mais où il y a des fonds français. Et ça a posé quand même un peu une problématique, notamment pour ensuite la diffusion des films. Là, on passe vers vraiment une étape où il y a une tentative d'officialisation, mais j'aimerais juste préciser qu'il n'y a pas juste la France qui essaye d'aller vers une officialisation d'accords de cinéma avec l'Algérie. Il y a aussi l'Italie qui veut reconduire le fameux accord de 68, et il y a aussi la Turquie qui a annoncé vouloir construire des studios cinématographiques avec l'Algérie. L'Algérie a signé beaucoup d'accords de coproduction dans le domaine du cinéma. Je cite par exemple l'accord de coproduction avec le Canada, avec la Chine également, mais qui n'ont pas justement d'assises ou d'orientation sur le terrain. Aujourd'hui, la France reste le premier coproducteur de l'Algérie dans le domaine du cinéma, Reda. Mais il y a plusieurs fonds qui sont générés et qui encouragent la production cinématographique, parfois même sauf des films algériens. Je vous cite l'exemple Fonds du Sud qui est géré un petit peu qui soutient un petit peu les pays en voie de développement. Il y a aussi le fonds de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, même si l'Algérie n'est pas membre de la francophonie, parfois bénéficie de cette aide. Et il y a également, bien sûr, le CNC français, par le biais justement du ministère de la Culture française, qui aide un petit peu à la production, aussi bien pour les documentaires que pour les films longs métrages. Alors, pourquoi la France aujourd'hui tient-elle justement à aider le cinéma algérien, parfois à le sauver de la crise, parce que l'Algérie, après la crise économique, a vu ses entreprises dissoutes, cinématographiques dissoutes, l'industrie cinématographique a été freinée, mais également la fermeture des salles de cinéma en Algérie a contribué à la baisse justement du financement de la production de films en Algérie. L'Algérie est considérée comme le deuxième ou troisième pays francophone au monde. Aujourd'hui, est cinquième. Les chiffres sont contestables, en fait. Nous ne pouvons pas... Le premier c'est la France, bien sûr. Oui. Il y a le Congo, il y a l'Allemagne, et il y a aussi
si je ne me trompe pas, le Canada et après l'Algérie. Parce qu'on parle des locuteurs, pas les locuteurs francophones. Classer les pays effectivement, en considérant que tous les Algériens parlent français. Oui, bien sûr. Pas le cas. Ceux qui parlent, d'après les chiffres de l'OIF, on dit que l'Algérie bénéficie aujourd'hui de 11 millions seulement de locuteurs francophones. Oui, 11 millions de locuteurs francophones sur 40, ce qui en fait bien plus que l'Allemagne ou le Canada. Oui, l'Allemagne est classée 3e, après le Congo. Oui, c'est des chiffres qui sont contestables en ce qui concerne l'Allemagne et le Canada. Le Congo, je comprends parfaitement, puisque maintenant le Congo Kinshasa... démocratique. Possède près de 100 millions d'habitants, donc il est tout à fait normal qu'il y a 30 millions de locuteurs francophones. Pour le Congo, c'est certain. En ce qui concerne la 3e position, ces dernières années, l'Algérie a toujours été considérée comme étant en 3e position, parce qu'avec 11 millions de locuteurs, il n'y a pas en Allemagne 11 millions de locuteurs francophones. Si. C'est pas possible. C'est les chiffres qui le donnent, c'est pas moi. Hein. Mais il faut aller vers les chiffres de l'OIF. Ils sont 80 millions d'Allemands. Hein. Ils sont 80 millions d'Allemands, mais il n'y a pas de province francophone en Allemagne. Alors qu'en France, il y a des provinces germanophones comme l'Alsace et la Moselle. Voilà. Oui. Donc c'est pour ça que je dis bien c'est contestable. Je ne remets pas en cause ce classement parce que c'est un classement qui évolue d'année en année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France est en première position, le Congo est en 2e et en 3e position, ça aussi. On peut considérer... C'est entre l'Allemagne et le Canada. Voilà. C'est les chiffres de l'OIF, je n'invente rien du tout. Je ne le conteste pas. Donc l'Algérie fait partie du champ culturel francophone et la France continue à soutenir sa langue, quoi qu'on dise, parce qu'ils ont constaté que la langue française était en régression en Afrique du Nord et elle fait tout son possible pour le soutenir. Et il y a des actions qui ciblent notamment même l'intérieur de l'Algérie. Je pense aux journées cinématographiques de Béjaïa, qui sont organisées depuis 17 ans, ainsi que le festival du cinéma court-métrage à Soukaras, qui est moins connu, mais qui depuis ces dernières années est soutenu par l'Institut français. Donc, ça, je ne le savais pas. Voilà, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Tu connais, toi, en fait, ça ? Oui, ça s'appelle le Souk Short Festival. Ah, ok. Donc c'est un festival de court-métrage. Voilà, c'est un festival de court-métrage à Soukaras. Donc c'est une ville de province qui se trouve à 100 km au sud d'Annaba et c'est la ville natale de Saint-Augustin. Donc on voit bien qu'il y a une action qui est menée et qui cible aussi l'intérieur du pays pour la diffusion aussi bien de la langue que de la culture française. De la question sur le contenu de la coproduction. Quel genre de coproduction voulons-nous ? Parce que les coproducteurs français, parfois c'est valable dans d'autres pays, comme l'Allemagne, mais beaucoup moins. Parce que les Français vous imposent, par exemple, 40% de langue française dans le film. C'est ça, oui. Ce qui pose un vrai problème pour la création. C'est imposé dans l'accord de coproduction, la langue. Oui, pour la cohérence des œuvres. Pour le CNC, pour les règles du CNC. Il y a d'autres fonds, vous avez parlé de fonds Selim. Le fonds de la francophonie, évidemment, est un fonds idéologique, parce qu'il impose l'utilisation de la langue, ou il incite à l'utilisation de la langue comme un patrimoine partagé, selon l'expression de l'OIF. Mais il y a d'autres fonds qui sont aux Pays-Bas, par exemple, qui sont en Allemagne, qui sont en Suède, qui sont au Brésil, qui sont au Qatar, et d'autres pays où il n'y a pas cette imposition de la langue. C'est la liberté laissée aux créateurs, et je pense qu'il y a des jeunes cinéastes algériens qui vont vers ces fonds. On se dirige vers la France parce qu'il y a la langue, il y a de la facilité de la langue, et donc parfois il y a une certaine paresse, on ne cherche pas d'autres fonds. Il y a des niches très importantes de fonds qui sont importants, notamment aux Pays-Bas, le Festival de Rotterdam, et même en Suède aussi, qui accordent donc des fonds et qui laissent la liberté au réalisateur de créer ce qu'il veut. Et c'est vrai qu'il y a des soutiens, notamment de l'Institut français. L'Institut français assure parfois des formations. Je pense que c'était en collaboration avec l'équipe des rencontres cinématographiques de Béjaïa.
des laboratoires de montage, de scénario, c'est bon, bien sûr. Les ateliers de Habiba Jahnin aussi. Notamment, Oui. tout ce qui va dans la formation est bon à prendre, parce que dans la coproduction, je pense qu'il faut aller vers des formations. Parce qu'il y a des pays actuellement, Tout à fait. comme le Maroc par exemple, qui impose, quand il y a une coproduction, qui impose un quota de formation pour les techniciens. Les techniciens de plateau, les régisseurs, les accessoiristes, les éclairagistes, parce que nous, dans le cinéma algérien, nous avons besoin de ces formations. C'est vrai que la production nationale n'est pas encore très importante, mais s'il y a des accords de production avec la France, avec d'autres pays qui ont de la technicité, etc., il faut imposer des quotas de formation, mais aussi avoir un regard sur les scénarios ou sur les scénarios écrits, pour qu'on voit dans un cinéma qui exprime réellement les valeurs de la société ou les valeurs culturelles, historiques, politiques du pays qui coproduit. Et ne pas subir les autres valeurs. Si on regarde un petit peu les courts-métrages et les longs-métrages qui sont coproduits avec la France, on remarque qu'il y a beaucoup de clichés sur l'Algérie. Ils sont véhiculés à travers des films et ces clichés ne sont pas encouragés par la partie algérienne parce qu'ils offrent une image parfois négative ou rétrograde de la femme ou bien du pays. Est-ce que parfois le producteur algérien ou le coproducteur algérien ou le réalisateur sont obligés de passer par cette étape? Je pense que le thème du cliché est véritablement récurrent et tout le monde s'en plaint plus ou moins, y compris les professionnels eux-mêmes qui ont très bien conscience qu'ils reproduisent parfois une vision complètement galvaudée de leur propre société. C'est-à-dire que parfois on impose des normes, comme l'a dit Faisal, bien établies. Après, moi, à mon avis, le vrai quiproquo, il est dans le fait que ce qui intéresse les professionnels, ce n'est pas juste le financement de l'ouvrage en soi, c'est les réseaux et les circuits de diffusion. C'est-à-dire qu'on produit des films pour un public non algérien, mais pour un public français. Et donc, le public français, lui, est nourri à des clichés. Malheureusement, il a une vision assez sommaire de ce qu'est l'Algérie. Et donc, le producteur exécutif, ou alors celui qui finance, vu qu'il a aussi une logique de marché, veut toucher un maximum de public, un public le plus large possible. Et donc, c'est à partir de là qu'il y a un effet pervers, l'effet justement du cliché qui est hyper récurrent. Parce qu'il faut le rappeler, juste le nom ou alors le terme Algérie fait beaucoup vendre en France. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un journal où il y a en première page juste le terme Algérie pour que tous les stocks soient écoulés immédiatement. C'est la même logique pour les films. Et donc, ça attire beaucoup, y compris de producteurs qui veulent se faire des marges de profit et qui utilisent malheureusement la misère aussi de certains professionnels en Algérie qui n'arrivent pas trop à trouver des débouchés pour justement leur ouvrir, si vous voulez, les portes du marché européen. Malheureusement, on remarque aussi un phénomène assez constant, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes ou de professionnels du cinéma en Algérie qui s'installent carrément en Europe et surtout en France. Comme Belzak Alouache. Et d'autres. Oui, mais ce n'est pas une raison, si vous permettez, sur Mais le problème, c'est vraiment la viabilité, je veux dire. C'est-à-dire que ce qu'on leur fait, ce qu'on leur vend, c'est une forme de viabilité de la vie d'artiste qui peut faire vivre l'artiste, justement. Oui, mais l'artiste aussi, il n'est pas obligé de tout accepter. Oui, parce que nous avons vu, et Salim a raison de parler de clichés, moi je dirais qu'il y a un cinéma misérabiliste lorsqu'il s'agit de l'Algérie. Je citerai des films comme Soula, où l'homme algérien, il est toujours dans son rôle de l'homme violent qui n'aime pas la femme. Ou qui maltraite la femme. Les films de Belzak Alouache, une partie, vous savez, la polémique qu'il y a eu sur ces films, sur sa vision qu'il a sur l'Algérie. Bien sûr, on dira que c'est la liberté du créateur de faire ce qu'il veut de son cinéma, mais lorsque ça revient, toujours les mêmes thématiques. Salim lui-même s'est plaint un jour du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, et nous sommes rendus moi-même à Cannes, et on a vu comment les films sont sélectionnés, et sur quelle base sont sélectionnés lorsqu'ils viennent d'une certaine région du monde. Lorsque vous venez de l'Afrique, vous êtes dans la pauvreté éternelle, dans la corruption des dirigeants, dans le refus de vivre ensemble, les déchirements entre les tribus, discrimination religieuse. Quand vous venez du monde arabe, la femme est dans son éternel rôle de victime, l'homme est toujours violent, une société violente, une société qui n'aime pas l'autre, qui rejette l'autre, qui dans l'enfermement, ça devient des clichés qui deviennent agaçants au fil du temps. Et lorsque les films, maintenant, la nouvelle technique, que ce genre de films sont réalisés par les Algériens, sont réalisés par les Tunisiens, sont réalisés par les Égyptiens. Même les cinémas égyptiens, qui étaient un peu indépendants par rapport à ces clichés, retombent ces dernières années dans ces clichés. Regardez les films. Absolument, barbare recherche de financement. Et donc la société égyptienne est toujours présentée d'une manière misérabiliste. Il n'y a aucune possibilité de vivre dans cette société. Idem pour l'Algérie. L'Algérie, les derniers films montrés, coproduits ou réalisés par des Algériens,
ça montre un pays invivable, ça montre un pays où les jeunes veulent le quitter, où la femme n'a pas sa place, où il n'y a aucune ouverture, où on ferme le rideau, je citerai le film des Bienheureux, que vous avez vu, etc. Et donc, de Sophia Djama, ce genre de films sont imposés aussi par les coproducteurs. Il y a des films au titre, comme a dit Sofiane, racoleur, hein, on dirait que c'est des films bénéfiques pour l'Algérie, mais parfois, quand on voit le film, ils sont totalement porte-à-faux avec ce qui se passe sur la réalité. Je cite l'exemple de Bled Number One de Zaimesh. C'est un film dans lequel le public algérien a été choqué par disons, la haine qu'il a contre la société algérienne. Viva l'Algérie. Le film Timgad. Les films de Nader Mournache. Film de Nader Mournache, surtout Viva l'Algérie, parce qu'il a utilisé une vedette icône très populaire en Algérie, Beyouna, mais il l'a exploité d'une manière dans laquelle le public algérien n'était pas habitué. Donc, ce genre n'était pas le public algérien, permettez-moi. C'est des films qui sont dédiés au public européen dès le départ. Le problème, c'est que ces films sont tournés en Algérie, sont parfois avec des comédiens algériens et même des techniciens algériens, dans des décors algériens, mais qui offrent une image parfois pas acceptable, disons. En attendant les Hirondelles, tu as vu le film, c'est un merveilleux film sur la métaphore et tout ça, mais parfois il y a des images qui ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Parlons pas de Bienheureux, de Sophia Djama. Il y a la thématique des années 90 qui revient à chaque fois, justement, une vision particulière. La décennie noire, le thème du terrorisme, de l'intégrisme religieux en Algérie a été extrêmement exploité par certains producteurs français pour dénoncer un petit peu ce qui se passe en Algérie. Mais bon, ça, c'est un peu le chef d'orchestre qui commande la musique. Donc, oui, mais les réalisateurs ou les metteurs en scène peuvent aussi discuter de leur œuvre. Pourquoi ils imposent des réécritures? Parce qu'il faut le dire tout de suite et clairement à nos amis qui nous suivent, il y a des réécritures de scénario. Le scénario qui est déposé chez les coproducteurs, ce n'est pas uniquement valable pour la France, mais y compris aux États-Unis, y compris en Grande-Bretagne, même dans les pays comme la Chine, etc. Lorsque le pays ou l'État ou les organismes affiliés à l'État financent un scénario, ils le réécrivent selon la logique du marché, mais selon les logiques idéologiques et selon la vision qu'on veut donner de ces pays. C'est pour ça que le cinéma intéresse les grandes nations aujourd'hui. Avant de poursuivre le débat et de laisser la parole à Reda, qui n'a pas trop parlé, on va regarder deux films, enfin deux extraits de films qui sont sortis ces dernières années, réalisés par une jeune et prometteuse réalisatrice, Mounia Meddour. Bien sûr, le film Papicha et son dernier né, Houria, qui parle un petit peu de la même thématique sur la femme algérienne, des films entièrement financés par de la production française, mais qui peinent à être vus en Algérie. Salut Abdallah. زلات لا سيتي ربي يعاونك ربي يعاوني لا تجيب لي قهوه هاك على اليوم تما بلي السلعه تاعك يتباع سومبيدي نقولهم بلا تجي من الطليان واحد ما فاقري العام الجاي نحل حانوت سي كوا سا استيقظت الجزائر صباح اليوم على وقع عمل إجرامي من طرف الجماعات المسلحة. سي كوا سي زافيش بركة ما تلصق فيهم. راني نهضر معاك. انتوما سطروا رواحكم شوية برك خلونا من لي بروبليم. نديرو حجاب نقعدو في الدار. سي صا؟ البنات حابة ندير ان ديفيلي. Vous allez défiler pour moi. Tu veux prendre une balle, c'est ça? حط خلاص يا البابيجا. امبارح في مناميش فيه. Moi je suis bien ici. خرجت في نصاف الليالي. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout. خوف مشيت وجريت بين الطرق.
Voilà, c'était les deux bandes annonces des films de Mounia Meddour, hein, une jeune réalisatrice qui promet, c'est la fille de Azedine Meddour, Allah yarhamou. Le film Papicha qui a rencontré un large succès, aussi bien en France qu'à l'international, et qui a été le premier film algérien balancé sur Netflix, et également son dernier né, Houria, que j'ai vu, que j'ai eu le plaisir de voir, et qui ressemble un petit peu, je dirais même, je lui dis, c'est Papicha 2. Oui, c'est un peu la même thématique, hein, c'est la liberté de la femme. Oui, mais quand une femme cinéaste continue à parler des femmes, ça devient du militantisme. C'est plus du cinéma. Parce que c'est des films militants. C'est des films militants et il faut les considérer comme tels. Parce que si on enlève à Mounia Meddour les femmes, les sujets de la femme, qu'est-ce qu'elle va raconter quoi? Elle va parler quoi? De quoi? Papicha, d'ailleurs le terme Papicha n'existait pas dans les années 90 pour le film. Papicha raconte l'histoire de femmes, de jeunes filles qui sont dans une cité universitaire, qui sortent la nuit pour s'amuser, qui veulent faire un défilé de mode, mais qui sont contraints par les extrémistes de l'époque. Et ça finit dans le drame. Houria, c'est dans la même veine, hein, c'est dans la même veine, oui. Etc. Donc, quelle sera la prochaine histoire? Elle va montrer une femme peintre. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a, au-delà des aspects esthétiques, des aspects artistiques des films, des sujets traités, il y a une certaine philosophie qui est véhiculée avec ces films. Tournés en Algérie, est-ce qu'on peut imaginer que Mounia Meddour parlera de la femme, d'une femme française dans une situation de contrainte? Elle a fait déjà un court-métrage sur la femme française. Oui, mais bon, personnellement, moi je pense que ce genre de cinéma est un cinéma qui n'a pas de longue vie. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans le film Papicha, y compris des erreurs de scénario. Je n'ai pas encore vu le film Houria. Donc ces gens ils peuvent avoir un succès peut-être partiel, parce que c'est le cinéma qu'une partie de l'opinion publique européenne, y compris celle de l'extrême droite, souhaite voir. Si cette opinion publique n'est pas satisfaite, on leur montrera toujours des Africains égorgeurs ou des Arabes qui déposent des bombes dans les métros européens ou nord-américains. Donc c'est toujours des clichés qui reviennent à chaque fois, y compris dans le cinéma américain aussi. Hein. Parce que dans le cinéma américain, tout le monde est à sa place. L'Africain, l'Asiatique, l'Arabe, etc. Chacun son style. Moi j'ai une observation sur Papicha, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, moi à mon avis, c'est pas vraiment du cinéma militant, c'est du cinéma de consommation pour des gens qui ont des clichés sur ce qu'est un militant en Algérie. Oui, parce que Sofiane, il a une belle idée de non, mais je vais citer vraiment l'analogie avec le film Rachida. C'est-à-dire qu'il dépeint vraiment, c'est le contraste entre qui dépeint vraiment la résistance des femmes algériennes au projet intégriste qui met en scène une institutrice justement qui refuse. Rachida, bien sûr, c'est l'un des meilleurs films sur la exactement. Et ça y ressemble beaucoup, mais d'une manière beaucoup plus mainstream. Le Papicha, c'est un peu un Rachida, mais dédié au public européen. C'est-à-dire qu'il ne prend pas vraiment en considération les vraies conditions de la lutte contre l'intégrisme en Algérie et aussi de la résistance de la société algérienne à un projet obscurantiste qui lui-même était soutenu par certaines capitales occidentales. Mais est-ce que c'est un film algérien déjà? Non, mais à la base, c'est pas vraiment un film algérien, c'est un film qui parle sur l'Algérie, mais qui est un film dédié au public européen. Il y a un pourcentage de... Puisqu'il a été coproduit par l'Algérie avec Belkacem Hadjaj, coproducteur. Est-ce qu'il y a la coproduction? Ok, mais je parle de la philosophie du film. Oui, oui. Reda Harirash, je sais que vous n'êtes pas branché cinéma, mais il y a un phénomène très important dans la coproduction, c'est la part. Quand on est minoritaire dans une coproduction, souvent on n'a pas le droit ou bien on n'a pas de liberté d'imposer un point de vue. Et c'est souvent le fait que les coproductions algéro-françaises sont majoritairement françaises. Donc, avant de parler de coproduction algéro-française, il faudrait situer déjà le film Papicha qui est tiré d'un ouvrage qui a été fait par Kawsar Adimi. Non, il n'est pas tiré. Non, c'est pas. Non. C'est un scénario de Mounia Meddour. C'est un scénario de Mounia Meddour, mais elle avait écrit un livre qui s'appelle, je crois, Papicha ou quelque chose comme ça. Parce que c'est aussi Kawsar Adimi, non, c'est pas son, c'est pas extrait. Bon, pour les gens qui nous écoutent, c'est bien de le préciser, parce que l'ouvrage. Pour ton information, le film ne s'appelait pas Papicha au départ, il s'appelait Défilé. Oui. Et ils ont changé le terme du film, enfin le titre du film, ils ont mi Papicha, ça fait un peu accrocheur, ça fait un peu exotique. Vintage, comme on dit. Oui, c'est vrai que c'est plus exotique, mais néanmoins, ça crée une confusion avec l'ouvrage Papicha, qui a fait quand même un tabac aux alentours des années 2006-2007. Et donc,
c'est bien d'avoir précisé ça pour les gens qui nous écoutent. Voilà. Comme tu as dit, il a écrit un roman qui s'appelle Les ballerines de la Papicha. Les ballerines de Papicha, oui, tout à fait, exactement. Il parle un peu de sa propre histoire, hein, c'est une autobiographie. Oui. Par rapport aux relations avec son frère. Mais c'est réellement une autre histoire. Donc, si on... Ça confirme que tu n'as rien à voir avec le cinéma. Donc, si on revient, si nous revenons au fait que on n'est jamais mieux la production majoritaire on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les cinéastes algériens ne sont pas soutenus comme il se doit par leur pays d'origine. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce qui fait, ils se retrouvent souvent dans une situation où ils sont obligés de solliciter, de quémander le soutien de pays extérieurs. Et si on veut voir d'autres, l'Akhdar Hamina, s'engager dans des coproductions ou dans des productions qui mettent en avant l'histoire de l'Algérie ou le combat de libération, eh bien, ce n'est jamais les Algériens sont les mieux placés pour les soutenir. Ouais. Et donc, sinon, ils seront toujours obligés de subir le diktat de tel ou tel pays, et ça ne répond pas toujours aux besoins du marché national. Oui. Alors, il y a une thématique qui est souvent coproduite entre la France et l'Algérie dans le domaine du cinéma, c'est bien sûr la guerre d'Algérie. Mais chacun dans son camp, comme on dit. J'étais pas trop d'accord avec toi, Faisal, quand tu disais que le thème de la guerre d'Algérie ne sont pas traités par la France, parce que s'il y a un thème qui est très bien filmé dans la coproduction, c'est bien le thème de la guerre d'Algérie. Je cite seulement 3 films qui ont été faits en Algérie, tournés en Algérie avec des partenaires et des coproducteurs algériens. Mon colonel, produit par Michel Gavras et Costa Gavras, La trahison de Philippe Faucon, et également Cartouche gauloise de Salem Brahimi, produit par Salem Brahimi et Michel Gavras. Alors, on va revenir sur la famille Gavras à la fin de l'émission, mais je vous laisse, avant de poursuivre quelques minutes le débat, sur le phénomène de la guerre d'Algérie au cinéma entre la France et l'Algérie. Un film a fait débat, c'est bien le film Hors la loi de Rachid Bouchareb. On voit la bande-annonce et on revient. Voilà, c'était le film Hors la loi, la bande-annonce du film Hors la loi de Rachid Bouchareb, un exemple typique de la coproduction algéro-française, puisque le film a été coproduit entre l'ARC à l'époque et les sociétés 3B Productions de Rachid Bouchareb et Jean Bréa. Ce film, malgré qu'il a été totalement, majoritairement français, a posé débat. Il a été même hué. Il y a eu des manifestations au Festival de Cannes en 2010. De l'extrême droite. De l'extrême droite, bien sûr, à Cannes, à cause de 8 minutes sur les manifestations et les massacres du 8 mai 1945. Bien sûr, Rachid Bouchareb assume ce choix éditorial, parce qu'il avait fait un film auparavant indigène qui parlait de la participation algérienne durant la Seconde Guerre, enfin la participation des Algériens durant la Seconde Guerre mondiale avec indigènes. Il s'est rattrapé, il a fait le film coproduit avec l'Algérie, et ce film a fait débat puisque beaucoup de producteurs et même des politiques ont dénoncé le fait que la France a financé ce film. Oui, justement, parce qu'il montrait pour la première fois dans le cinéma les massacres du 8 mai 1945, qui sont toujours... que la France n'assume pas. Elle n'assume pas. À ce jour, il y a toujours des chiffres qui circulent. Côté algérien, on estime qu'il y a eu 45 000 morts, à Guelma, à Strif, à Kharata et dans d'autres villes. Et on a montré clairement qu'il y avait... On a tiré sur la foule, on a tiré sur des hommes désarmés, des hommes et des femmes désarmés. Et cela, bien sûr, n'a pas plu. Vous avez vu comment le film a été sélectionné à Cannes, malgré tout, malgré les pressions, parce qu'il faut saluer aussi l'équipe de Cannes. Les époques qui sont venues après, les époques politiques, les époques des dépossessions, etc., qui n'apparaissent toujours pas dans le cinéma français, parce que c'est considéré comme une histoire qui est toujours à ne pas dire, à ne pas révéler. Et Rachid Bouchareb n'a pas ce courage de révéler parfois, par petites touches, des choses qui peuvent gêner. Son dernier film,
évoque la guerre, l'affaire Malik Ouskin, qui n'a jamais été aussi montrée dans le cinéma. C'est aussi là la force du cinéma, le crime raciste, la force du cinéma de montrer ce qui n'est pas raconté par les médias. C'est un peu ça la force de Michel. Moi, je pense qu'il y a deux niveaux à distinguer. C'est-à-dire qu'il y a des coproductions. Bon, le cinéma est une industrie, mais c'est aussi un art très idéologique. C'est-à-dire qu'il y a des coproductions qui sont organisées par des milieux qui sont résolument, par exemple, anticolonialistes. Et on a de grands exemples éloquents. Vous avez parlé de Gavras, par exemple, Z est fait d'un complot qui est organisé justement par un groupe d'extrême droite très connu qui s'appelle Occident et qui viserait l'Afrique à travers l'Algérie. D'ailleurs, ça finit par l'assassinat d'un journaliste progressiste qui, lui, était dans les soutiens de la révolution algérienne et de la libération. Marcel Bouzifi, il y avait des stars françaises. Il y a aussi d'autres exemples. On a cité le nom de Meddour. Il y a Ô combien je vous aime qui détourne justement les archives coloniales, les archives françaises. Reda Harirash, la guerre d'Algérie est toujours un tabou au cinéma et entre la coproduction entre la France et l'Algérie, ça reste aussi un sujet sensible. C'est largement censuré encore. Mais malgré tout... Mais il y a beaucoup de films sur la période. Il y a beaucoup de films. C'est avec des Français qui avaient eu des coproductions pendant la guerre de libération nationale. On pense à des gens que vous connaissez bien comme René Vauthier ou Clément et qui ont été un des deux a même connu la prison parce qu'il s'est rendu dans les maquis du FLN. Donc il y a toujours eu des alliés idéologiques. Les Algériens ont toujours eu des alliés idéologiques, y compris aussi bien pendant la Révolution que juste après la libération du pays, puisque ces Français ont contribué à la création de la Cinémathèque d'Alger. Il a fallu leur concours, leur présence pour lancer cette cinémathèque. Et on va passer de l'autre côté justement de la Méditerranée et parler un petit peu de la France et de son cinéma. Il y a un film qui fait débat à Paris, un film sur la banlieue française, mais qui n'est pas financé par le cinéma français. C'est un film qui est financé par la plateforme américaine Netflix et qui fait un petit peu une grosse polémique en France sur la violence qui est dégagée de ce film, sur aussi les messages un petit peu transmis par cette œuvre très artistique réalisée par le fils de Costa Gavras, celui qui a réalisé Z et coproduit avec l'Algérie, qui a décroché pour l'Algérie l'Oscar en 1970 et qui a financé plusieurs films dont Mon Colonel. Alors, le fils de Costa Gavras, Romain Gavras, a réalisé un film qui s'appelle Athéna et qui revient sur la violence des banlieues. On regarde la bande-annonce et on termine avec le débat sur ce film très époustouflant. Voilà, c'était une bande-annonce explosive du film Athéna qui est diffusé actuellement sur Netflix. Alors, j'ai partagé le lien avec mes compatriotes. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, bah, personnellement, j'ai vu ce film. C'est un film Netflix, hein, parce que Netflix vous impose des règles. Netflix, lorsqu'ils acceptent le scénario, ils vous financent le film et vous le faites à leur manière. À leur manière, donc ce n'est pas à la manière française. Ce n'est pas du tout la manière française, ça s'adresse donc à partir d'une base américaine. Donc c'est un film où il faut montrer les bons et les méchants, le manichéisme. C'est un plan séquence qui dure presque 14 minutes au début du film, mais qui ne se termine pas. Donc on est donc des Africains, des Arabes et des migrants qui sont dans leur cité, qui sont violents parce qu'ils sont violents. On a des policiers qui subissent cette violence et on a une extrême droite qui suscite la violence et les affrontements. On utilise sciemment le terme guerre, comme s'il y avait une guerre, parce que c'est un terme utilisé aussi par l'extrême droite française. Romain Gavras, je pense qu'il y a un vrai problème de scénario, même si l'idée de départ pourrait être généreuse, notamment en parlant des violences suscitées par un courant politique en France, mais cela pose un vrai problème, le recours à la violence, parce que c'est une violence intense, parce qu'on a un frère qui est dealer, un autre qui mène la guerre, oui, et un troisième qui est un militaire au Mali, comme par hasard, et qui finit par être emporté par la violence. Donc ça, c'est très discutable comme manière de traiter le sujet. Je ne sais pas si vous le savez, le budget de ce film, c'est 35 millions d'euros. C'est énorme, surtout que la majorité des comédiens, c'est des vrais banlieusards. Hein. Oui, oui. Et comment, après avoir vu le film, comment on va se poser des questions? Est-ce qu'on a appris quelque chose?
de nouveau. En fait, on a Kazovitz qui a réalisé le fameux film Haine, La Haine, oui. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, c'était une autre époque. C'est un film intramuros. Et je pense que Gabras a voulu faire une tragédie. Ça ne s'appelle pas Par hasard Athéna, parce que déjà c'est la tragédie de la lutte des frères et la mort des frères, donc c'est une tragédie grecque. À mon avis, ça transpose déjà les émeutes de 2005 qui ont créé vraiment une situation, si vous voulez, où il y a eu un bond qui a été opéré par la société française, mais il y a aussi une thématique qui est vraiment très très récurrente et qui pose une crainte réelle, qui est celle de la guerre civile. C'est-à-dire que la guerre civile en Europe et en France n'est pas juste une thématique qui est relayée par les milieux d'extrême droite. Les plus grands stratèges, par exemple, des différentes armées européennes, s'occupent justement d'essayer d'analyser les différentes possibilités qui vont amener. Parce que la guerre civile, c'est d'abord une guerre sociale. Il y a un clivage social très profond qui a été créé. Il y a des classes populaires qui n'arrivent plus à vivre dans ce genre de société pour différentes raisons. Vous avez remarqué, il y a les banlieusards, les dealers, il y a les islamistes aussi. Donc il y a toutes les franges, il y a plusieurs chocs. Il y a plusieurs chocs. Il y a des chocs de classe, des chocs de race et d'autres formes de chocs civilisationnels. C'est un film qui dépasse un petit peu les films qui ont été faits dans ce sens. Ma cité va craquer. Ou bien le dernier dans le sens était Les Misérables, qui a montré une cité fermée où la police ne pouvait pas rentrer. Il y a eu Bac Nord aussi. Bac Nord, c'est le même style, mais bon, avec une captation beaucoup plus importante sur les flics. Brièvement, Reda, parce qu'on termine l'émission. Le réalisateur, il a été interpellé sur le fait qu'il a privilégié la forme sur le fond, parce que le fond laisse à désirer. Bien sûr. Et donc, par conséquent, il a dit, moi, je suis là pour fabriquer des images, je ne suis pas un homme politique. C'est la seule réponse qu'il a pu donner. Pour rester dans la logique de Netflix. Ce n'est pas le cas parce que ça reste un film politique. Voilà, messieurs, cette émission sur la coproduction algéro-française est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème, un nouveau sujet et surtout beaucoup de débats avec mes 3 mousquetaires. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et restez branchés sur Al 24 News.